Donc, bonjour, on va démarrer à l'instant là, notre avant-midi pour des artères commerciales plus résilientes et sobres en carbone, pardon. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui ici. Je me présente, Véronique Fournier, je suis directrice générale du Centre d'écologie urbaine et donc on vous accueille là, pour cet avant-midi de conférences et d'ateliers autour de la question des artères commerciales résilientes. Rapidement, le Centre d'écologie urbaine, on a pour mission de réconcilier la nature, l'humain et la ville pour assurer à toutes et à tous un environnement sain. Pour ce faire, on œuvre à développer les capacités tant des individus, des collectivités que des municipalités à agir ensemble pour des villes à échelle humaine qui sont résolument engagées dans la transition socio-écologique. Et bien sûr, avec comme finalité, comme mission de développer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Le centre s'intéresse depuis plusieurs années à la question des rues conviviales, notamment par la réalisation là, des deux premiers inventaires de rues conviviales au Québec. Certaines des rues, je parlais tout à l'heure que les gens de Longueuil se retrouvent aussi dans la rue Saint-Charles dans cet inventaire. Et ce qu'on avait souhaité faire avec ces inventaires, c'est démontrer que les pratiques avancent, se développent au Québec, que partout on cherche aussi des solutions pour penser autrement nos artères commerciales. Et ce que ça nous permet aussi de constater, c'est que les gens sont souvent aussi pressés même d'en faire plus, d'en faire mieux, mais comment on le fait, c'est des questions que ça nous amène à se poser. On connaît tous ce chiffre que le transport, pardon, est le secteur responsable des émissions, pardon, on connaît tous le chiffre que le secteur des transports est le plus grand responsable d'émissions des gaz à effet de serre, autour de 43. Donc, tant sur le plan des politiques d'aménagement de nos villes que des habitudes de déplacement, on s'est posé la question aussi, quelles sont les possibilités de changement? Comment encourager un transfert modal puis une mobilité aussi sobre en carbone? Comment rendre explicite la relation entre l'aménagement et la mobilité aux yeux de la population et également de le rendre de manière pragmatique aussi dans la décision publique pour mener à des milieux de vie qui sont sobres en carbone? Les défis sont grands. Et on doit également aussi comment dire, les mettre à la couleur des réalités des différents milieux et territoires, des modes de développement aussi qui ont été et qui sont malheureusement souvent encore centrés autour de la voiture comme principal mode de déplacement. Si on prend par exemple le territoire de la CMM, il y a plusieurs municipalités qui ont des artères commerciales à échelle humaine au cœur de leur centralité, mais qui sont également en forte concurrence avec des pôles commerciaux qui sont excentrés. Dans certains cas aussi, il y a plusieurs municipalités qui travaillent à densifier, à développer des milieux de vie qui sont favorables à la sobriété carbone, mais aussi qui se butent à différents obstacles, notamment la localisation, par exemple, d'édifices publics, entre autres, si on pense à l'exemple de Vaudreuil, pour en nommer un parmi d'autres. D'ailleurs, j'en profite, on est sorti de Montréal, juste à m'élever. Qui a pris le REM pour la première fois aujourd'hui? C'est interdit? Bon. Ah ben, oui, on a. Ben, on fait qu'on souhaitait aujourd'hui, mais c'est vraiment une limite, là. On pourra faire un éditorial ensemble là-dessus. Mais quand on parlait d'obstacles auxquels on se bute, c'en est justement un de cocktail transport, si on veut de la mobilité durable. Mais on voulait justement sortir de Montréal parce que les questions d'aménagement des artères commerciales ne sont pas que l'apanage des centres-villes ou des quartiers centraux, des grandes villes. Il y a des expériences qui se déroulent à plusieurs échelles dans différents contextes urbains et qui également suscitent différentes réflexions, tant sur les leviers que sur les freins pour réaliser des artères faibles en commande. Excusez-moi. Oups. Juste vérifier. Bon, parfait. Donc, aujourd'hui, l'activité de ce matin rassemble comme objectif de rassembler des professionnels, autant issus de municipalités et d'organisations, qui sont interpellés par les questions d'aménagement des artères commerciales, la question des changements de comportement, également aussi la question de la mesure des bénéfices des actions et également des différentes stratégies qui peuvent rejoindre l'idée de la réduction des gaz à effet de serre.
On a voulu aujourd'hui convier une quarantaine de personnes, de sorte à vraiment pouvoir avoir des échanges en profondeur, puis une participation active de l'ensemble des participants. Alors, c'est mission accomplie ce matin et l'objectif, c'est vraiment de rassembler des personnes expertes qui nous partageront des expertises ou des expériences, pardon, qu'ils ont réalisées dans leur milieu, mais également aussi comme objectif de créer des espaces d'échange et sur les freins, les leviers à l'aménagement et bien sûr de permettre ce partage d'expériences entre professionnels et d'outils également pour transformer durablement les villes. Ce matin, le programme qu'on va suivre, on aura l'ouverture et bien sûr la conférence d'ouverture avec Florence et par la suite, nous prendrons une pause qui va nous mener, que la pause va se dérouler dans le petit agora là, auquel on vous a convié ce matin et cela va nous amener par la suite à des ateliers par la suite, on terminera par une conclusion, synthèse et le lunch sera offert pour un lunch réseautage dans l'endroit également d'accueil. Euh, Petite consigne également, l'événement va se dérouler ici dans l'amphithéâtre. Il y aura des ateliers dans les salles là, juste au pourtour. L'équipe du Centre d'écologie sera là pour vous diriger. Même chose aussi la signalétique. Et au fur et à mesure aussi, là, des ateliers, les consignes seront partagées là, à chacune des étapes. Donc, vous n'avez rien à retenir à ce moment-ci de notre journée. Et peut-être en rappel, il est possible aussi d'obtenir une attestation de formation professionnelle de l'Ordre des urbanistes du Québec. Simplement vous assurer de faire le lien avec l'équipe. Le centre est reconnu comme un partenaire aussi de formation avec l'OEQ. Cet événement se tient dans le cadre du projet Local au carré, qui est soutenu par le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la Faune des parcs, dans le cadre du programme Action Climat. Tout au long du projet, il y a plusieurs aussi partenaires qui font partie du comité aviseur. Je tiens à les remercier. Florence Pauillac de l'École de sciences de la gestion de l'UQAM, Laurence Mador-Bellumeur de la CMM, Christian Petit de Rue Conviviale, Ted Candrevis de Fonds Climat de Grand Montréal, Sébastien Ridouin de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal et enfin Dunsky, partenaire, Dunsky Énergie, qui est partenaire également de la démarche. Pourquoi local au carré? On a souhaité aller plus loin sur l'hypothèse que l'évolution des pratiques de mobilité et de consommation de la population québécoise peuvent être deux leviers clés pour réduire les GES en milieu urbain. Et surtout aussi, on partait de l'hypothèse que la rue commerciale peut finalement servir d'impulsion à ce changement d'habitude de mobilité, aussi bien que de consommation. On connaît le cercle vertueux des rues conviviales. On aménage des endroits conviviaux qui créent de l'achalandage, qui créent une activité commerciale, bref, il y a un cercle vertueux auquel la rue conviviale va répondre. Puis également, avec les années, il y a assez d'études et de recherches, tant dans un contexte nord-américain qu'ailleurs dans le monde, qui relatent les retombées économiques, les effets également sur la santé, sur l'environnement, des retombées également sociales de la rue conviviale. Donc, depuis 2021, nous avons mené deux démarches avec des municipalités de la CMM, Sainte-Thérèse et Saint-Constant. Le projet local au carré avait deux grands volets. Un premier qui était vraiment une campagne de sensibilisation, une campagne positive de sensibilisation auprès des citoyens, des commerçants sur l'importance des pratiques de mobilité et d'achat qui sont moins gourmandes en GES. C'est plus de 1,8 million d'impressions qui ont été vues et c'est une campagne qui a été diffusée principalement à l'échelle de la CMM. L'autre élément sur lequel le projet local au carré a porté, c'est vraiment d'expérimenter dans un contexte réel avec les deux villes de la CMM, Sainte-Thérèse et Saint-Constant, la modélisation de l'impact environnemental de la transformation d'artères conviviales. Donc, l'idée, c'est vraiment autant de développer des connaissances que des pratiques inspirantes pour rendre explicite le lien entre l'aménagement et la réduction des GS. Aujourd'hui, je vais vous présenter un court survol de la méthode, de la démarche suivie. On n'ira pas dans le fin détail, ça va faire l'objet d'une publication en septembre, mais ça vous donne un peu le fil conducteur finalement de la réflexion sur la mesure de l'impact environnemental. Mais d'abord, dans notre hypothèse, finalement, on a abordé la mesure de l'impact environnemental sous deux aspects. D'abord, on a documenté les interventions qui sont des aménagements quantifiables. Par exemple, sur la rue Turgeon, puis je vais vous prendre l'exemple de Sainte-Thérèse, c'est la rue Turgeon qu'on a choisie à Sainte-Thérèse, qui est une rue qui a fait l'objet d'une revitalisation, d'une transformation, qui est une rue type d'artère commerciale, commerce, lieux culturels, restaurants, au cœur de la centralité.
Et donc, on a mesuré les interventions d'aménagement quantifiables, notamment la plantation d'arbres. Donc, sur la rue conviviale, ça peut nous amener à une hypothèse finalement qu'il y a 2,6 tonnes de carbone année qui ont été finalement avec la séquestration carbone. En plus, bon, de tous les impacts, comme par exemple l'embellissement, la gestion durable des eaux de pluie, la diminution des îlots de chaleur. Donc, on est vraiment venu quantifier ce qui était des aménagements mesurables. Par la suite, le deuxième volet pour la modélisation de l'impact environnemental, alors, on a développé plutôt des scénarios de transfert modal potentiel des émissions GES économisées dans le cas d'un changement d'habitude de déplacement et de consommation des ménages qui seraient induits par le réaménagement de l'artère commerciale. Donc, je vous disais qu'on était à Sainte-Thérèse, donc sur la rue Turgeon. Donc, ce qu'on a modélisé, c'est qu'à partir de la destination de la rue Turgeon, il y a 3 zones d'accessibilité qui ont été définies sur la base de la caractérisation du territoire, mais également en correspondance avec les aires de diffusion du secteur. Puis les 3 zones qui ont été définies, c'est des zones, vous les voyez là, en couleur plus foncée, c'est un turquoise un peu plus pâle, puis le beige. C'est 3 zones où il est relativement là, raisonnable de se déplacer à pied ou à vélo pour atteindre la destination théorique ici qu'on a de la rue Turgeon, qui est au cœur vraiment du vieux Sainte-Thérèse. Donc, sur cette base-là, on a pris en compte le nombre de ménages. Sur cette base-là, on a pris en compte le nombre de ménages qui est compris dans ces zones et qui utilisent l'auto pour leur déplacement habituel et on a développé des scénarios plus ou moins optimistes de transfert modal. Dans le fond, la question qu'on s'est posée, c'est si ces scénarios se réalisent, quelle serait la part des émissions GES qui pourraient être évitées? Pour évaluer le nombre moyen de déplacements de la rue et aussi ancrer vraiment la démarche dans un contexte réel du milieu de vie, on a mené des sondages auprès de la population, en allant directement aussi sur la rue Turgeon et également auprès des commerçants de la rue Turgeon pour estimer grosso modo combien de fois par année les gens se rendent sur leur rue commerciale. Dans ce cas-ci, annuellement, les ménages qui ont été rencontrés sur la rue Turgeon se déplacent plus ou moins 80 fois par an sur la rue commerciale. Donc, ce qu'on a fait, on a pris 3 scénarios. Dans ce cas-ci, je vais vous présenter le scénario, nous, qu'on considère un peu le réaliste optimiste. Donc, en tout, on a fait 3 scénarios, mais celui-ci serait plus, comment dire, le scénario type. Donc, par exemple, si on prend pardon, excuse-moi. Si on prend un ménage qui se situe à moins de 650 mètres et qu'on se dit que dans une année, il troque 20 de ses déplacements en voiture pour des déplacements actifs ou en vélo, c'est-à-dire plus ou moins 15 fois dans l'année, une fois et quelques par mois finalement, où on délaisse la voiture pour faire ses courses autrement. Et disons également qu'on prend des ménages qui sont situés un petit peu plus loin, qui troquent aussi, mais dans une moindre mesure, la voiture pour le transport actif. Bien, si on calcule l'ensemble de ces kilomètres qui ne se font pas en voiture, passés en fonction du nombre de déplacements moyens annuels là, sur la rue Turgeon, bien, on a un potentiel de près de 50 tonnes de CO2 économisées. 50 tonnes, c'est 10 allers-retours Montréal-Toronto. À Sainte-Thérèse, si on va dans ce scénario-là, optimiste, réaliste, ben, en changeant des habitudes de mobilité puis de consommation locale sous l'impulsion de transformation d'une artère commerciale, ben, c'est près de 500 aller-retour, si on veut l'illustrer, Montréal-Toronto en GS épargnés annuellement. Donc, une rue qui impulse un transfert modal encourage les changements d'habitudes individuelles, mais la somme de ces changements a un impact collectif sur la réduction des GES. Donc, souvent, puis c'est un peu le lien avec la campagne aussi, je vais dire, ben, moi, ça ne change pas grand-chose que j'aille en vélo. Mais si tout le secteur dans les zones avec les scénarios de transfert modal, ben, on voit que ça a un impact collectif finalement sur la réduction GES qui peut être impulsée par la rue commerciale. Je suis bien consciente que c'est un tour au niveau de notre méthodologie, mais c'est un peu pour vous mettre la table sur
la réflexion, dans le fond, qui nous a animés, puis qui vient également, finalement, un peu servir de trame aux ateliers puis à la réflexion d'aujourd'hui. Les enjeux puis les expériences aussi sont nombreux. Dans une méthodologie comme celle-là, on a eu des bonnes conversations avec plusieurs experts aussi, de dire ben, jusqu'où peut-on mesurer, quels sont les impacts, quels sont vraiment est-ce qu'il y a vraiment des causes à effet, mais l'idée, c'est vraiment de dire est-ce que dans le réaménagement de la rue commerciale, on est en mesure aussi de positionner ces actions-là dans une stratégie aussi de réduction des GES. Donc aujourd'hui, bien, on vous a convié pour réfléchir justement à ces questions, la mesure des bénéfices d'une mobilité en carbone, comment aménager aussi des infrastructures qui favorisent la résilience climatique, également sur des stratégies pour accompagner le changement de comportement. Ce seront les trois thématiques de nos ateliers qui ont tous comme objectif d'approfondir les connaissances sur les outils, d'identifier les forces, les limites et également de créer un espace de discussion et de réflexion entre les professionnels. Pour chacun des ateliers, on aura 2 personnes expertes invitées. Le premier, mesurer les bénéfices d'une mobilité sobre en carbone, ce sera Judith Lavoie du CRE Montérégie ainsi que Christian Trottier de la Ville de Montréal. On aura l'atelier 2 également sur aménager des infrastructures qui favorisent la résilience climatique avec Émile Tremblay de l'INSPQ et Pierre-Yves Chopin de Vivre en Ville. Et le troisième atelier sera sur le changement de comportement avec Claude Rainville, la SDC de l'Avenue du Mont-Royal, et Rebecca Gélissir du CRE Montréal. Avant de se lancer toutefois dans le vif du sujet, nos conférences et les ateliers, je tiens à vous mentionner, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, suite à la démarche de Local au carré, une publication est à venir à l'automne. Celle-ci va vraiment témoigner du processus puis la démarche des résultats du projet Local au carré et va être bonifiée également par diverses expériences d'intervenants de la CMM aussi qui ont mené des projets de revitalisation et de transformation d'artères en rue conviviale. Également, on souhaite que les ateliers de la journée permettent d'enrichir aussi des réflexions, puis des éléments aussi de la publication. Et le lancement est prévu lors de la 10e édition des rendez-vous de la mobilité durable qui auront lieu cet automne. Donc, je suis très contente d'inviter pour la suite de pour mettre la table aujourd'hui, Florence Pauillac-Scherrer. Comme vous avez vu, on a pu collaborer dans le projet Local au carré. Florence est professeure titulaire à l'École des sciences de la gestion, également titulaire de la chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente. On parle beaucoup de zones à faible émission, de rues faible émission. C'est des terminologies qui apparaissent de plus en plus dans le vocabulaire ou dans les stratégies explorées pour agir sur la mobilité et la réduction des GES. Mais qu'est-ce qu'on connaît vraiment de ces expériences? Quelles sont les limites? Qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi de ce qui s'est fait ailleurs? C'est vraiment pour aborder ce vaste sujet que nous avons invité Florence ce matin pour nous présenter une revue des expériences de zones à faible émission qui ont été développées en Europe, mais également aussi pour mieux comprendre leurs objectifs, modalités, tout ça dans une perspective d'apprentissage, mais également une perspective critique sur ce type de démarche-là. Et j'ai invité Florence, peut-être quelques mots de présentation. Florence, je le mentionnais, est titulaire la chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente. Et elle est également, ses recherches portent sur l'analyse des politiques urbaines sous l'angle des processus et des modalités de l'action collective, mais aussi de la prise en compte des enjeux d'équité sociale. Elle est notamment spécialiste des politiques de mobilité. Et pour votre information, la conférence durera environ une trentaine de minutes et on se réserve par la suite une période de questions qui sera animée avec vous dans la salle. Donc, si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. On va se prendre une quinzaine de minutes ensemble pour agir. Merci beaucoup. Je vais me mettre à ta place, en fait, pour que tout le monde me voit. Et je vais me chronométrer, d'accord? Parce que je ne me fais pas confiance. On peut afficher la première. Ah, c'est moi qui vais. Ça marche? Eh oui, ça marche. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous pour plein de raisons. C'est toujours très agréable de pouvoir présenter des travaux de recherche qu'on fait dans la chaire, c'est sûr, mais c'est aussi l'occasion de poursuivre le partenariat avec le Centre d'écologie urbaine qui dure depuis plusieurs années autour des questions de mobilité sobre, équitable, d'aménagement des rues.
Alors, bon, je suis professeure à l'UQAM en études urbaines. Je suis titulaire d'une chaire. La chaire est financée par la ville de Montréal et l'arrondissement Rosemont, la petite patrie. Donc, c'est une chaire partenariale qui fait de la recherche pour l'action et pour l'aide à la décision. Puis, on a plein d'autres partenariats, comme avec le Centre d'écologie urbaine, COP Carbone. Je vais en oublier si je commence à faire la liste. Et donc, la présentation de ce matin, c'est le résultat d'une recherche, alors plus exactement, d'une revue d'expérience, donc d'une revue de littérature des expériences de zones à faible émission qu'on a fait pour la ville de Montréal, le service de l'urbanisme et de la mobilité, et d'ailleurs sous l'égide avec la collaboration, la coopération de Christian Trottier. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est de dézoomer, c'est-à-dire on va moins parler de rues, on va plus parler de zones, de secteurs. Donc, on fait un peu de gymnastique, on essaiera de voir les liens qu'il y a entre les rues, la rue et des approches par zone, et aussi d'avoir ce regard critique grâce à cette revue des expériences internationales qu'on a fait sur tous les bénéfices, mais aussi tous les défis que posent les interventions publiques en matière de mobilité décarbonée dans le centre des villes. Alors, c'est pour ça que j'ai mis moins de carbone, plus de bénéfices multiples, plus de risques aussi peut-être. Alors, j'y vais. Donc, dans cette... Ok, alors je vais rester pas trop loin parce que je pense que... Alors, de quoi parle-t-on? Quand on parle de zone à faible émission, on peut aussi avoir en tête ou y associer des notions connexes, convergentes, qui ont des points communs. Zone à faible émission, zéro émission, zone à priorité piétonne, zone piétonne, et puis name it, on pourrait faire une liste très longue. Moi, c'est tout à fait évident aujourd'hui que je vais parler d'un type de dispositif qui sont les zones à faible émission. Low Emission Zone en bon français, donc celle qui propose de diminuer les niveaux de pollution, les niveaux d'émissions de carbone autour de la réduction de la mobilité motorisée à moteur thermique notamment. Et ces zones à faible émission, dans la revue de littérature qu'on a fait, elles sont essentiellement mises en œuvre en Europe et en Asie, mais nous, on s'est concentré sur l'Europe, et elles sont essentiellement mises en œuvre dans les parties les plus centrales des villes. Petit exercice de gymnastique en introduction. Si on parle de zone à faible émission, on ne parle pas de rue, on parle vraiment de secteur d'intervention, et il y a une vraie différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des articulations tout à fait possibles à faire entre les deux, mais je dirais qu'une approche par zone, on les connaît bien ici, les approches par zone, pas de zone à faible émission, mais d'autres. Je pense par exemple aux zones écoles, que le Centre d'écologie urbaine connaît très bien. Les approches par zone, elles peuvent être de nature assez diversifiée. Qu'on pense aux zones piétonnes, aux zones écoles, aux VUNERV dans les zones résidentielles, aux superblocs, etc. Puis il y a un ensemble de mesures qui s'appellent les zones de circulation particulière, et c'est dans cette catégorie-là que les zones à faible émission se logent. Et j'ai mis 2 photos de cas montréalais qui, pour relever une chose, c'est que si on pense aux zones écoles, par exemple, ou aux VUNERV dans les quartiers résidentiels, le milieu de vie dans lequel on intervient, le quartier, la nature du quartier dans lequel on intervient, a une importance primordiale. On n'a qu'à penser aux zones écoles. On intervient parce qu'on a des écoles qui sont un générateur de déplacement tout à fait particulier pour les enfants. Il y a des enjeux de sécurité, d'accessibilité, d'inclusion, etc. Donc, c'est le milieu de vie, le milieu qui dicte l'intervention. Ben, avec les zones à faible émission, pas du tout. Ça, je voudrais qu'on le retienne parce que le milieu de vie, le type de quartier, c'est pas tout à fait, j'exagère un peu, mais c'est pas tout à fait ça qui va dicter la mise en place de la zone. Et par rapport à une rue, on les connaît bien, ces approches par rue. On pense aux rues conviviales ou Complete Street, aux rues apaisées, et puis il y en a d'autres. Évidemment, l'approche, elle est spatialement de nature différente parce que c'est la voirie, c'est l'artère, c'est la rue qui va guider les enjeux, bon, que ce soit en termes de réallocation d'espace, d'apaisement des circulations, etc. Mais la rue aujourd'hui, ce n'est pas juste un tuyau d'un espace public linéaire, c'est vraiment un espace public complexe dans le bon sens du terme, très, très riche, qui est un lieu, une destination, un lieu d'activité, un lieu de destination, un lieu expérientiel, un lieu de commerce, un lieu de vie.
C'est aussi un espace public de mobilité, bien sûr, décarboné, sobre, équitable. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'on le souhaite. Et c'est aussi un espace qui contribue à des enjeux plus largement environnementaux et qui participe à des approches écosystémiques. Donc finalement, la rue, c'est une zone en quelque sorte. Enfin, là aussi, j'exagère un peu, c'est-à-dire que la zone, c'est pas juste une perspective linéaire d'un espace entre deux fronts bâtis, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des interactions avec l'environnement. Donc la gymnastique, finalement, est peut-être pas si difficile que ça à faire. Évidemment, il va y avoir une question d'échelle dans tout ça. On va le voir assez rapidement. Alors, je l'ai dit, je vous présente donc les résultats de cette recherche qu'on a fait pour la ville de Montréal. Si vous tapez cahier in situ ZFE, c'est en accès libre. Vous pouvez télécharger le document qui fait à peu près 70 pages. Donc là, le challenge, c'est que je vous le présente en 20 minutes qui me restent. Mais en fait, on a traité ces différentes dimensions-là et je vais quand même essayer de passer à travers des définitions, une mise en contexte, quels sont les objectifs et les modalités de mise en œuvre, afin de me concentrer peut-être un peu plus sur la portée de cet instrument en termes de décarbonation, sur ses bénéfices et ses risques, et qu'est-ce que ça suppose en termes d'adaptation par rapport à des territoires comme les nôtres, par rapport aux rues également, en se posant la question qu'on ne s'est pas posée avec l'équipe de Christian Trottier. Donc là aussi, j'ai essayé on s'est posé des questions d'enjeux socio-économiques et d'acceptabilité sociale, mais aujourd'hui, deuxième petit exercice de gymnastique, c'est quand même de penser cette ZFE en fonction d'enjeux de vitalité commerciale et de vitalité des rues, d'accessibilité à ces espaces-là, et ce que j'appelle d'équité au sens large, équité socio-économique. Alors, définition d'une zone à faible émission et contexte. Mes petites pastilles pour rappeler que nous sommes sur un instrument d'action publique, donc mise en œuvre par des acteurs publics à l'échelle de ville, qui est un instrument coercitif, puisque c'est une zone, c'est un périmètre délimité, très clairement délimité, de restriction de droit à circuler pour certains modes de transport. Donc, on n'est pas dans l'incitatif, on n'est pas dans comment avoir un effet levier sur des comportements. C'est un règlement qui autorise certains véhicules à circuler et qui en interdit d'autres. Donc, c'est quand même un enjeu pour la suite en termes d'acceptabilité sociale. Dans le cas européen, le contexte juridique de l'Union européenne joue un rôle majeur puisque depuis les années 2010, l'Union européenne produit du droit qui s'applique aux États membres et les États membres sont obligés de l'intégrer dans des lois qui ensuite s'appliquent aux villes. L'Union européenne travaille beaucoup sur la qualité de l'air avec des directives européennes et a voté au tournant des années 2010 ces directives sur la qualité de l'air et 2020 l'interdiction des moteurs thermiques pour les transports à partir de 2035 et la réduction à zéro des GES, des émissions de GES dans le transport également pour 2035. Ces lois s'appliquent aux pays qui ont intégré dans les États comme la France et d'autres aussi des lois très pointues et très importantes pour améliorer la qualité de l'air, réduire les GES. Et donc, les zones à faible émission s'inscrivent dans ce double contexte juridique contraignant au niveau européen, mais aussi national. Et cette réglementation et cette restriction des droits à circuler s'accompagne de mécanismes de contrôle, de mécanismes de sanction. Et ce mécanisme, cette ZFE est permanente. Alors, on va voir qu'il y a des adaptations temporelles, mais une fois qu'elle est instaurée, elle demeure. Ce n'est pas un dispositif qui est là à des moments donnés. En France, par exemple, quand il y a un pic de pollution dans une ville, on va interdire certaines circulations, puis 2 jours après, on va remettre la circulation. Pas du tout. Là, c'est un dispositif pérenne de limitation d'accès de certains modes. J'insiste là-dessus parce que c'est le contexte européen. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de faire des ZFE, mais en tout cas en Europe, c'est le modèle qui est proposé. Ce tableau, pour vous montrer qu'en fait, il y a beaucoup de pays et de villes qui n'ont pas attendu la législation européenne pour lancer des expériences de ZFE. Vous avez la période ici 2011-2020, un certain nombre de pays dont on voit que le nombre de zones à faible émission mises en œuvre est très variable.
Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce tableau-là? Ben, deux constats. Il y a des pays qui s'y sont mis très tôt, très vite. Deuxième constat, les situations sont hétérogènes entre 2010 et 2011. D'accord? Par contre, ce que nous révèle par exemple le cas de l'Italie, qui a été un des précurseurs, au même titre que l'Allemagne, mais l'Italie, c'est frappant, c'est qu'on a un nombre très, très, très élevé de ZFE, parce que ces ZFE sont souvent des petites zones dans pas mal de villes qui s'appliquent sur les cœurs historiques des villes. Donc, plus il y en a, plus on peut avoir l'hypothèse qu'elles sont de petite taille. Et puis, on voit qu'il y a d'autres pays qui sont beaucoup moins, qui en ont développé beaucoup moins. Ça, c'est 2010-2020. En 2020, ça change du fait de la législation européenne. Et là, on a une croissance du nombre de ZFE un peu partout. Et vous avez ici le cas français, où on voit que la plupart des grandes villes et des villes moyennes sont désormais concernées par l'implantation de zones à faible émission. Je reviendrai sur le cas français parce que ça a changé depuis quelques semaines, mais disons que c'est la prévision pour 2025. Le petit tableau à côté, ce sont des exemples de taille, de superficie, donc d'air de ces zones à faible émission dans plusieurs villes européennes, classées par ordre croissant. Et donc, vous voyez que là aussi, il y a une forme d'hétérogénéité. On a des zones très petites dans certaines villes et on a à Londres une succession de dispositifs qui s'est imposée sur le territoire et on a jusqu'à 1600 km². Et donc, on a des populations, des groupes de populations aussi de taille variée qui sont concernés par ces périmètres. Ça peut aller de quelques dizaines de quelques municipalités à quelques dizaines de municipalités. Donc, ça peut aller de quelques centaines de milliers d'habitants à presque plusieurs millions d'habitants. Hein, donc là aussi, grande hétérogénéité des façons de faire et d'implanter des zones à faible émission. Je ne sais pas ce qu'il faut en tirer comme conclusion, mais ça veut dire qu'il y a certainement de l'adaptabilité au contexte et que la solution qui apparaît comme une norme juridique forte peut être adaptée selon les enjeux locaux. C'est l'hypothèse qu'on fait. Alors, je vous ai mis un cas un peu plus détaillé, c'est celui de Lyon. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là qui est vraiment intéressant sur ce cas-là. On a une zone, donc c'est la zone turquoise que vous voyez, qui est comprise à l'intérieur d'un périphérique autoroutier qui concerne plusieurs municipalités, la municipalité de Lyon au complet, plus des morceaux de municipalités. Donc ça ne s'applique pas toujours sur une zone intramunicipale, ça peut être multimunicipal et ça peut porter sur des bouts de municipalités. Donc là, les bouts, c'est des bouts, c'est la municipalité de Caluire au complet, des bouts à Villeurbanne, à Bron, à Vénissieux, et c'est tout. Donc, on a à peu près 600 000 habitants et habitantes qui sont concernés sur une superficie de 60 km². Si on fait une analogie avec la région de Montréal, une analogie, là encore, un petit exercice de gymnastique, si on tire l'analogie, c'est comme si l'île de Montréal était la ZFE de la région métropolitaine de Montréal. C'est à peu près ça le rapport que je vous donnerai. Bon, ce que j'avais oublié de mettre sur cette diapositive, c'est que peut-être je vais faire ça comme ça. Est-ce qu'on voit le... Non. Bon, entre les deux fleuves, ici, vous avez le grand centre commercial, le centre commercial et sur l'autre rive, le centre historique de Lyon. Donc, beaucoup de commerce, beaucoup d'emplois, beaucoup de tourisme, beaucoup d'attractivité. Et puis, il y a d'autres pôles aussi d'emploi là. Donc, c'est une destination d'emploi, c'est une destination de visite, c'est une destination commerciale. Et il y a les plus grandes artères commerciales de la ville qui sont compris dans ce périmètre-là. Puis là, il y en a trop, mais il y en a trop. C'est la carte des transports collectifs de la région de Lyon. Il y a une offre, c'est là où il y a la plus grosse offre de transport collectif, de transport partagé aussi, et de transport actif également. Ça va jouer un rôle majeur dans les conditions de réalisation. Les objectifs pour une ville de mettre une zone à faible émission sont de deux niveaux. D'abord, nationalement, elles ont des obligations de le faire. Je parle ici de la France, par exemple, mais il y a d'autres pays. Donc, il y a un cadre législatif sur la qualité de l'air, la diminution de GES, réduction de l'utilisation de la voiture qui s'imposent aux villes. Mais localement, toutes les ZFE s'inscrivent dans des politiques de mobilité durable décarbonées
Également, donc, les ZFE ne sont pas le premier instrument généralement que les villes mobilisent, mais c'est plutôt un instrument de plus qui va être mis en œuvre alors que les villes ont déjà entamé depuis longtemps des politiques de mobilité durable. Cela étant dit, ceci est un tableau des grands objectifs poursuivis au niveau national. Par exemple, en France, je prends la France comme exemple, mais ça serait la même chose en Allemagne, en Norvège, en Espagne. Le site de l'État français dédié aux zones à faible émission s'appelle Mieux respirer en ville, parce que la première raison de faire d'une ZFE, ce n'est pas de décarboner les mobilités. La première raison, c'est de diminuer les émissions polluantes de particules fines et autres pour diminuer le risque de mortalité associé à ces émissions et au fait que les gens les respirent. Donc, la première chose, c'est la qualité de l'air et c'est un enjeu de santé publique. La deuxième chose qu'on a ajouté à cette ZFE, c'est la réduction des GES. Mais ce n'est pas le premier. L'histoire, il ne faut pas faire l'histoire à l'envers. La première chose, c'est la qualité de l'air et la santé. Et puis, bien sûr, on s'en est servi aussi comme d'un instrument de décarbonation. L'idée, c'est aussi de pouvoir agir en partie dans le cadre de ces politiques locales de mobilité sur la réduction de la dépendance à l'automobile et donc, globalement, d'avoir un impact sur la qualité de vie des résidents. Alors, les modalités d'application des ZFE, vous avez 3 illustrations ici pour illustrer les 3 points que j'ai mis. Donc, je vous ai dit, c'est une zone dans laquelle il y a des interdictions pour certains véhicules de circuler. Et ces véhicules, en fait, tous les véhicules des particuliers et des entreprises, au niveau européen, puis dans chaque pays, sont classés en fonction de leur niveau de pollution, pour aller vite. En fait, il y a des normes européennes qui sont déclinées dans les pays et progressivement, au fur et à mesure de la mise en œuvre de la ZFE, il y a des véhicules qui ne pourront plus traverser ou aller dans la zone en question. Donc, si vous avez un véhicule électrique, c'est tout bon, mais ensuite, il va falloir que vous adoptiez des véhicules qui soient très performants du point de vue des émissions. La mise en œuvre est donc progressive. Vous avez ici un tableau des différentes phases initiales, puis de confirmation de la ZFE dans le temps entre juillet 2022 et juillet 2028 pour certaines villes françaises. Et vous voyez qu'entre juillet 2022 et juillet 2028, il n'y a plus que 2 catégories de véhicules qui pourront rentrer dans les zones à faible émission. Donc, on en élimine certaines. Là, vous les aviez toutes, et là, vous n'en avez plus que 2. Ça, c'est pour les voitures particulières, mais les 2 roues sont concernées, les véhicules légers et les poids lourds. Donc, c'est les émissions et le type de véhicule individuel et d'entreprise. Et puis, vous avez ici un panneau de signalisation du code de la route qui a été introduit pour légiférer sur ces ZFE. Et ce qu'on voit, c'est que la zone est interdite sauf à certaines catégories de véhicules. Donc là, on est encore dans l'approche un peu maximaliste. Tous les véhicules peuvent entrer, mais bientôt le panneau va changer, puis il n'y aura plus que certaines des catégories. Ça s'applique sur plusieurs communes. Pour les véhicules, les bus et ça doit être les camions, ça s'applique tous les jours de 8 h à 20 h. Pour les voitures particulières, les motos et les petits véhicules utilitaires, ça s'applique tous les jours de telle heure à telle heure, sauf les jours fériés. Bon, vous voyez qu'il y a quand même une gestion temporelle de l'interdiction et on constate que, en général, les jours fériés et les fins de semaine ne sont pas concernés par ces interdictions. Les retombées sont positives là où on a pu les mesurer, là où les ZFE étaient en place depuis un certain temps, que ce soit du point de vue de la qualité de l'air, du point de vue donc des effets sur la santé et du point de vue de la qualité de vie. Les retombées sont positives parce que ce qui est intéressant, c'est que les dispositifs sont respectés. Le taux de respect des mesures est assez élevé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contrôles et des amendes. Quand on a un instrument coercitif, c'est évidemment assorti d'un certain nombre de contrôles. Donc, si on regarde les données sur la santé, par exemple, en fonction des niveaux de pollution, les effets sont assez importants. Et donc, la mesure fonctionne parce qu'il y a notamment un renouvellement du parc automobile.
Il n'y a pas forcément une démotorisation flagrante, mais le parc automobile est plus vertueux du point de vue des émissions. Donc, il y a une amélioration de la qualité de l'air et il y a une amélioration qui est tout à fait mesurable. Il y a aussi une amélioration de la sécurité routière dans plusieurs villes parce qu'il peut y avoir du report modal malgré tout, mais il n'y a pas de réduction du trafic dans toutes les villes. Donc, il n'y a pas que du report modal qui s'est effectué, il y a de la substitution de véhicules. Dans le rapport, il y a beaucoup de chiffres sur les… Je vous ai mis un graphique, si vous voulez, les chiffres, les proportions de réduction des émissions, des NOx, des particules fines, vous aurez des données. Je ne vous les ai pas mises ce matin. Bon, si ça marche du point de vue de la santé, c'est une bonne nouvelle. Du point de vue de la qualité de l'air, c'est une bonne nouvelle. Ça améliore en partie la sécurité routière, c'est une très bonne nouvelle. La question quand même, c'est de savoir pour qui et quelle est l'ampleur de cette portée positive, de ces bénéfices, et puis est-ce qu'il n'y a pas des risques pour certaines populations ou certains groupes et des angles morts dans les résultats, dans les évaluations. Alors la réponse est oui, il y a des risques, il y a des angles morts et tout le monde ne bénéficie pas de la même manière de ces bénéfices. Je vous propose 2 diapos, une sur les ménages, une sur les entreprises et le commerce. Alors, assez logiquement pour les ménages, puis vous avez déjà dû faire dans votre tête le raisonnement, c'est que si on vous interdit de circuler avec un type de transport donné, dans une voiture qui pollue, vous avez un certain nombre d'options devant vous, théoriques. Soit vous changez de véhicule, encore faut-il pouvoir vous payer un véhicule neuf moins polluant, parce que le marché de la seconde main n'est pas toujours très développé pour ce type de véhicule-là. Ça peut être un surcoût sur votre budget. Soit vous changez de mode de transport, report modal vers le transport collectif ou autre. Encore faut-il que l'offre le permette et qu'elle soit accessible. Par exemple, en vélo dans le REM. Je ne peux pas m'empêcher, j'ai essayé de le plugger depuis tantôt parce que je suis encore sous le choc. Donc, changer d'itinéraire. Ouf, vous n'allez plus dans la zone. Ben, si votre job est là, ça marche moins bien. C'est bon. Donc ça, c'est généralement changer d'itinéraire, c'est la moins bonne des solutions. Risquer l'amende, c'est-à-dire que vous gardez votre véhicule et vous rentrez dans la zone. Ça dépend du type de contrôle. Si le contrôle est automatique par caméra, vous êtes bon à chaque fois pour payer une amende. Si c'est un contrôle visuel par des personnes qui parcourent les rues, vous pouvez avoir des stratégies, mais c'est… Ou vous renoncez au déplacement. Il n'y a pas beaucoup d'options qui sont bonnes là-dedans parce qu'il faut quand même que vous vous déplaciez, par exemple, pour travailler. Alors, l'impact, il est différent selon les catégories socio-professionnelles. Les mieux nantis s'en sortent mieux que les moins bien nantis. Bon, là, je vous apprends rien en mobilité, mais les études démontrent que les ménages et les travailleurs plus pauvres, notamment ceux qui vivent plus loin, donc c'est ceux qui passent le plus de temps dans leur véhicule, qui habitent par exemple en zone suburbaine où il n'y a pas d'alternative, qui ont besoin d'une voiture, qui ont des budgets très serrés, qui souvent sont aussi les propriétaires des voitures les plus âgées ou les plus polluantes, se retrouvent directement, enfin, sont les plus vulnérables à ce type de mesures si leur destination finale est la ZFE, la zone ou le secteur de ZFE. Le tableau ici, c'est les villes françaises où vous voyez la proportion de véhicules possédés en fonction des fameux critères. Donc, plus vous êtes là, plus c'est vertueux. Et puis, plus vous êtes ici, plus votre voiture va être bannie rapidement de la zone à faible émission. Donc, c'est le taux de possession dans la population. Et on voit quand même qu'il y a jusqu'à 30%, on va dire, de voitures qui sont en critères 5 et 4 et 3 qui bientôt ne pourront plus rouler dans les ZFE de ces villes. Donc, ce n'est pas une petite proportion de ménages, hein. C'est 30% de la population qui doit se poser la question de qu'est-ce que je fais, quelles sont mes options. Une étude sur Londres, notamment, puis on pourrait peut-être l'extrapoler aussi, montre que Londres, c'est vraiment une grande zone qui est considérée, que la qualité de l'air s'est vraiment améliorée beaucoup, mais c'est là où vivent souvent les plus nantis, les plus riches au centre. Ça, c'est un peu la particularité européenne, hein. On a les plus riches au centre et les plus pauvres en banlieue ou en périphérie. Et donc, là aussi, on peut se demander, en termes d'équité environnementale, s'il n'y a pas un enjeu de ce point de vue-là. L'angle mort quand même des études, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études très fouillées sur les impacts sur la mobilité quotidienne. Changement de transport, changement d'itinéraire, évitement. Et donc, c'est des hypothèses qu'on fait et les études ne sont pas très, très développées. Cependant,
En Belgique, notamment, il y a des études qui ont été faites sur les populations les moins nanties qui vivent dans la zone. Alors, eux, ils n'ont pas toujours de problème de mobilité, d'accord? Parce ils vivent déjà dans la zone pour toutes sortes de raisons, puis ils peuvent se déplacer. Par contre, dans leurs liens, dans leurs réseaux sociaux, le fait que la zone les englobe, leurs amis, leur famille vient parfois moins les visiter. Parce que les gens n'ont pas forcément les moyens de se rendre dans la destination. Donc, ils ont très, très peur de l'isolement social. Ça, je trouve que c'est une information qui peut être intéressante. Est-ce que la ZFE contribue à la gentrification, l'embourgeoisement des quartiers? On ne le sait pas. Mais j'aurais tendance à dire que l'embourgeoisement des quartiers multifactoriel, ça commence souvent bien avant l'implantation d'une ZFE. Et donc là, je serais très prudente sur le type d'hypothèse. Ça pourrait renforcer des dynamiques d'embourgeoisement, mais je ne suis pas sûre que ça soit un des facteurs les plus déterminants. L'impact sur les entreprises. Angle mort, puis je regarde les SDC. L'angle mort, c'est l'impact sur les commerces. On n'a pas d'informations sur est-ce que ça impacte les commerçants. On a des informations un peu plus détaillées sur, en fait, ça les impacte, sur comment ça impacte les entreprises de logistique qui vont dans la zone fournir les commerces. Donc là, oui, il y a des impacts. Et un peu comme pour les ménages, alors, je vais vous parler de l'Europe. C'est un univers, la logistique, extrêmement hétérogène, avec des très grands joueurs internationaux et à l'autre bout, des petits travailleurs indépendants ou des plus petites entreprises et des travailleurs indépendants. Quels sont ceux qui s'en sortent le mieux? Les plus grosses entreprises de logistique, mais avec deux stratégies différentes et un peu inquiétantes. Il y a celles qui vont rester sur place et continuer à desservir la zone, qui vont optimiser leur flotte de véhicules, qui vont en changer, qui vont les moderniser. De toute façon, c'est toujours dans leur intérêt d'avoir une optimisation de ce point de vue-là, mais qui vont faire reporter les coûts, les surcoûts liés au renouvellement de la flotte sur les commerçants qui pourraient le reporter sur leur clientèle. Premier effet rebond en quelque sorte. Deuxième stratégie des plus grands groupes de logistique, c'est de quitter les marchés où c'est trop contraignant et dire en disant moi, cette ville-là, je ne la desserre plus, en Europe, je me reconfigure. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a aussi l'idée que les acteurs de la logistique peuvent devenir des acteurs supporters des ZFE. C'est-à-dire qu'une fois que les entreprises de logistique ont renouvelé leur parc de véhicules, ils vont faire pression dans certains cas sur les autorités locales pour élargir la zone. Parce que c'est comme gagner des parts de marché. D'accord? Bon, ça, c'est un cas un peu... Alors, il y a des effets micro et macroéconomiques. C'est sûr que les plus petites entreprises, les travailleurs autonomes vont avoir beaucoup moins de capacité à changer leur flotte de véhicules, comme les ménages. Et donc, l'optimisation peut être ce qu'on appelle l'optimisation en logistique. Donc, le fait de moderniser le parc peut être de nature très, très variable selon les entreprises. Cela étant dit, il n'y a pas de véritable analyse coût-bénéfice ni sur les commerçants ni sur les entreprises des effets de l'implantation d'une ZFE dans les villes. Et là, vous allez me dire, ça fait beaucoup d'angles morts parce qu'on ne s'intéresse pas, alors que c'est un instrument de mobilité, on ne regarde pas vraiment l'analyse totale chez les ménages ou chez les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est un instrument qui est très top-down en bon français. C'est un instrument qui vient d'un ensemble de législations européennes et nationales dont l'objectif, rappelez-vous, est la qualité de l'air. Et l'environnement, le milieu, la situation socio-économique des ménages, des commerces dans les territoires n'est pas toujours la variable qui explique, n'est pas la variable qui explique et qui justifie la mesure. D'où les angles morts, et ce n'est pas forcément très rassurant. Et je pense que s'il y a des leçons à prendre et à transférer, la leçon, c'est une contre-leçon, c'est qu'il faut évaluer ces coûts a priori. Pour terminer, les risques politiques et d'acceptabilité sociale existent-ils? La réponse est oui. Sont-ils élevés? Oui. Mais ça dépend, parce que vous avez ici un tableau, puis vous regarderez peut-être dans le cahier si ces questions-là vous intéressent. C'est sûr que en termes d'acceptabilité sociale, la mesure n'est pas toujours très bien reçue. Vous avez ici quelques exemples, Grenoble, Madrid, Glasgow, Barcelone, puis une étude au niveau national français. Puis le niveau d'acceptabilité sociale, il fait comme ça. Des fois, c'est 14%, des fois, c'est 54%, des fois, c'est 64%. Bon.
Donc, d'abord, c'est très variable d'un territoire à l'autre, d'un contexte à l'autre. Puis, si on regarde les déterminants de l'acceptabilité sociale, c'est la même chose. C'est assez hétérogène. Quoique, il y a des tendances. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, de gauche et que vous n'avez pas de voiture, vous êtes plutôt pour. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est sûr que les villes s'en sont très bien sorties on oblige les villes de plus de 150 000 habitants en France à faire une ZFE. Les villes disent, on m'oblige à faire une ZFE, je n'ai pas le choix. Sinon, j'ai des amendes, sinon l'État est condamné par l'Europe, par la Cour de justice, par le Sénat. L'État en est à 30 millions d'amendes, hein, l'État français. Donc, ce n'est pas des petites amendes. Donc, c'est beaucoup plus facile d'imposer une mesure dont vous n'êtes pas complètement responsable. Et donc, la question de l'acceptabilité sociale est ambiguë. Je vais le dire comme ça. Cela étant dit, les villes ont beaucoup travaillé quand même avec leur population en termes de concertation, d'information, de communication pour expliquer aussi les mesures d'adaptation, de dérogation. Il y a plein d'adaptations et de dérogations pour les gens en situation de handicap, pour certains véhicules d'urgence. Vous avez vu les adaptations en termes de temporalité. Il y a aussi des mesures d'accompagnement des ménages les plus défavorisés. Il existe un panel de mesures. On peut vous donner une prime pour vous départir de votre vieille voiture, mais on peut aussi vous donner une prime pour acheter une nouvelle voiture. On peut vous donner des primes pour prendre on peut prendre en charge l'abonnement de transport collectif. On peut faire de la location, achat de véhicules électriques à coûts sociaux. Ça existe. Donc, on accompagne les ménages et les entreprises. Deux autres possibilités en termes d'acceptabilité sociale, c'est de se dire, ouf, j'attends un peu. Je me souviens des gilets jaunes, ça fait un peu peur, je vais attendre de mettre en place la ZFE. Ils ne peuvent pas attendre beaucoup parce qu'il y a des condamnations qui arrivent, ou je recule. Puis c'était ce qui est en train de se passer en France dans 3 villes, Strasbourg, Rouen et Marseille. On a réautorisé les critères 4 à circuler. À mon avis, c'est très, très risqué parce que le jour où il va falloir de nouveau les interdire, là, l'acceptabilité sociale va être, je me trompe puis je termine. Donc, comment peut-on concilier santé, accessibilité et lutte au changement climatique? Ça, c'est notre grosse question. La ZFE est un instrument parmi d'autres, mais avons-nous les moyens, et là je parle d'ici, avons-nous les moyens de la mettre en œuvre? Avons-nous les transports alternatifs nécessaires, l'argent pour faire l'accompagnement, les dérogations, etc. Et évidemment, quelle est la réconciliation possible entre la zone et la rue, sachant qu'aujourd'hui, les angles morts les plus forts en termes de connaissances et d'impact, c'est sur cette articulation-là, l'articulation entre le milieu de vie et l'objectif de qualité de vie qui est recherché. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Je vous avais parlé d'une période de questions. J'imagine que les propos de Florence ont suscité beaucoup de questions, réflexions autour de la zone à faible émission. On va circuler dans la salle. Si vous avez des questions, levez la main. Il y aura un deuxième micro. On va se donner une quinzaine de minutes pour nous amener à la pause à 10h15 pour échanger avec Florence. Le temps que des mains se lèvent, peut-être une première question. Florence, tu nous parles d'une approche qui est, comme tu le nommais, top-down, un cadre réglementaire de gouvernance, etc. Au Québec, on voit plus des démarches, en autre anglicisme, bottom-up, où est-ce que ce sont des initiatives des milieux, souvent portées par des municipalités. Euh, dans cette perspective-là, un peu, comment tu vois la voie ou le chemin au Québec? Est-ce qu'on est est-ce qu'on gagnerait à aller dans du top-down ou est-ce que la stratégie, qu'est-ce qu'elle nous apprend, celle de... Il y a des décennies d'action publique derrière cette mesure-là. Donc, si l'Europe fait ça depuis 30 ans, d'imposer des règles, etc., ça peut être assez difficile de dire qu'il faudrait que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial s'enlignent et imposent aux villes des normes d'émissions de polluants. Ça pourrait. On n'est pas tout à fait dans cette dynamique-là en ce moment en plus. Donc, on est plutôt sur des choses qui émergent. On voit comment les municipalités, merci, on voit comment les municipalités prennent à bras le corps la question de la mobilité durable. Donc, on est dans un autre contexte très, très, très clairement.
Cela étant dit, j'adorerais que ce soit la conjonction des deux. C'est-à-dire qu'on garde cette envie, cette volonté, ce leadership politique local qui est vraiment très intéressant, mais qu'on soit aidé ou que les municipalités soient un peu aidées dans leur démarche. Parce que l'instrument coercitif, si on reste sur un instrument, une ZFE, c'est coercitif. C'est sûr que c'est plus facile pour une municipalité de dire ce sont des normes nationales, c'est une question d'intérêt général, c'est une question collective. L'État a pris le dossier en main, prend ses responsabilités. Ça donne des arguments, ça donne de la force à une stratégie locale. Le risque politique est beaucoup plus grand si il n'y a pas cet encadrement ou ce soutien politique de niveau supérieur et qu'une élue ou un élu dit c'est pas grave, sur mon territoire, dans tel quartier, moi je la fais la ZFE, puis il y a juste des véhicules électriques qui pourront rentrer en 2035 dans ma zone. C'est un peu ça qui se profile, mais c'est plus dur. C'est plus dur selon moi parce que les réactions vont être beaucoup plus difficiles à gérer. Donc, à mon avis, le risque est plus grand. Puis, de toute façon, ce serait mieux d'avoir du multiniveau, que les gouvernements se commettent. Ça implique pour les normes, pour les aides, pour les investissements que ça suppose. Ça me paraît évident et l'alignement des astres n'est pas tout à fait, là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Pierre, je vois Claude. Attends, je vais y aller avec le micro, ça va être plus simple. On a 2 micros, mais on est 3. Donc, il y a une petite logistique de déplacement. Je serais curieux de savoir si vous avez comparé en termes de type de méthode les ZFE avec d'autres méthodes, notamment de tarification d'accès. Je pense notamment à Londres où ils ont plusieurs façons de gérer l'accès et la circulation, et en termes d'efficacité sur les mesures de qualité de l'air, mais plus largement sur l'efficacité de ces mesures-là. Ouais, en fait, j'ai un peu triché là aujourd'hui parce que je disais des feux, c'est différent des péages. Mais en fait, dans notre cahier, vous verrez, dans les cas qu'on a pris, on a Londres, on a Milan aussi, qui est un péage pour limiter la pollution. Donc, c'est encore différent. ZFE. Donc, on a au moins 2 péages et on a Londres. Et les effets à Londres, les effets sont assez de grande ampleur. En fait, les effets sur la qualité de l'air, je reviens toujours à l'objectif initial. À Milan aussi. Et ce qui est intéressant à Milan, c'est qu'on a aussi une diminution, on a du report modal. Il y a du report modal de manière assez importante, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes, en fait, parce qu'il y a souvent, je ne l'ai pas dit, un petit effet rebond. On met les zones ZFE ou péage en place. Un premier effet qu'il peut y avoir, c'est une diminution du trafic. Les gens disent je vais prendre le transport en commun, je vais moins me déplacer, je vais plus télétravailler, etc. Puis à un moment donné, le parc automobile peut revenir à un certain niveau, soit parce qu'il y a de la croissance démographique, soit parce que les gens finalement ont acheté une voiture. Fin de la parenthèse. Donc oui, mais Londres, pour moi, c'est un peu difficile à comparer. Enfin, Londres, c'est le maximaliste, c'est la plus grande zone, c'est des millions de personnes qui sont concernées, c'est plusieurs dispositifs. Donc, c'est vraiment un cas à part, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre, les inégalités sociales sont très fortes. Donc, du côté santé, ça va bien, notamment chez les enfants. Il y a des études qui ont été faites à Londres, des enfants qui avaient beaucoup de problèmes de santé. Ça s'améliore vraiment. Par contre, les inégalités sociales dans cette métropole qui est un peu hors du commun sont très fortes. Donc, ça a un coût sur la mobilité des ménages qui est assez important. Donc, ça, c'est la tension constante entre les deux. Bonjour, Claude Rainville, la SDC de l'Avenue du Mont-Royal. Alors, merci. Quand tu auras un panel, je veux qu'on soit ensemble parce que vous avez parlé de logistique. Vous avez tout à fait raison. Une épicerie d'une grande chaîne qui reçoit 35 livraisons par jour aura à peu près pas de difficulté à s'adapter, mais le commerçant qui en a 3 va se faire dire par son sous-traitant, livreur, je ne vais plus chez vous, je perds trop de temps. L'autre élément que je vais apporter, c'est toute la résistance au changement. La rue Mont-Royal va être fermée à partir de ce matin. Les premiers messages qui sont envoyés, oui, ouverte, ma collègue me rappelle, ouverte aux piétons. Excusez-moi, je fais des petits lapsus comme ça.
Le premier message qu'on a eu, les auditeurs ont eu ce matin à des hôtels, hein, la circulation, c'est éviter le quartier. Hein? Alors, c'est pas. Il prend sa retraite. Oui, mais faut pas. Moi, ça ne m'offusque pas. C'est exactement ça. Tu sais, accompagner les gens dans le changement, changer les comportements, changer les habitudes, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la résilience. Puis, tu sais, depuis 5 ans maintenant que la rue piétonne, puis bon, la première semaine, tout le monde veut me voir dans une autre galaxie du goudron et des plumes là, avec mon équipe. Puis, à l'usage, ben, ça change. Tu sais. Mais la notion d'accompagnement dans le changement m'apparaît hyper importante pour que les gens s'approprient des nouveaux comportements. Mais vous avez raison, puis je suis passée un petit peu vite sur l'acceptabilité sociale parce que je voulais qu'on vienne sur les effets sur le commerce et sur les ménages, mais la force des villes qu'on a étudiées, c'est quand même d'avoir il y a eu des résistances, il y a eu des oppositions malgré tout, mais c'est de travailler la communication, la concertation, l'explication, la pédagogie le plus possible. En plus de mesures d'accompagnement, d'aide financière ou de dérogation, le cas échéant, pour des publics bien particuliers. Bon, moi, c'est moi, tout le monde, je radote, donc je m'excuse auprès de ceux. Moi, je suis une éternelle optimiste. On est dans des phases de transition. Les piétonisations, le travail avec les SDC depuis la pandémie commence à évoluer. Comment on le voit que on est en transition dans le bon sens. Et il y a encore des vieux raisonnements, je vais les dire, quand on dit éviter le secteur ou à propos du festival de la bande dessinée, il a fait exactement la même réflexion sur Saint-Denis. Il a dit bah, c'est dommage quand même, on ne peut plus passer en voiture, mais il se passe tellement d'autres choses. Donc, on est dans ces phases de transition de pédagogie. Puis je pense que si on fait le lien entre rue et zone, puis ça, c'est peut-être pour la destination des décideurs publics, tout ce qu'on fait dans ces rues-là montre qu'il y a du changement qui est possible. Alors, jusqu'à quel point on pérennise certaines choses ou pas, mais il y a 10 ans, on n'était pas dans cette situation-là. Donc, ça a beaucoup changé. Et il faut continuer à capitaliser sur les bons coups. C'est un peu sur les bons coups de la concertation, les bons coups des partenariats, puis peut-être faire intervenir dans l'équation les acteurs qui sont directement concernés par les mesures en question. Et puis, je pense au SDC, aux groupes communautaires, et peut-être, comme on n'a pas ce côté top-down que tu disais, ben, de le faire émerger un petit peu plus en concertation avec des experts des milieux de vie. Alors, je n'ai pas dit concerter avec tout le monde. Je ne dis pas ça pour l'instant, mais concerter avec les experts des milieux de vie, ça me paraît essentiel. Bonjour, Émile Tremblay de l'Institut national de santé publique. Donc, ma question va manquer de subtilité, là, mais je m'assume. Dans la question du partenariat, de la communication et tout, bon, vous avez déjà nommé ça. Donc, dans votre recherche, avez-vous observé s'il y a des différences qu'on peut voir si l'implication d'acteurs de santé publique dans les projets? Donc, est-ce que ça peut influencer l'acceptabilité sociale? Est-ce qu'on est en mesure aussi de valoriser les bons coups, les effets positifs associés aux zones à faible émission? Alors, on ne l'a pas vu parce qu'on n'avait pas ce niveau-là un peu de granularité pour regarder qui était dans les villes. On a regardé ça un petit peu à un niveau macro. Par contre, ce que je peux vous dire de connaissances et d'expérience pour travailler sur les politiques urbaines depuis longtemps, c'est que la force du Québec, c'est que les acteurs de santé publique sont souvent présents aux côtés des acteurs de l'urbanisme, de l'aménagement, dans plein de dispositifs et de politiques. Ce qui n'est pas forcément le cas en France ou en Europe. Et ça, à mon avis, c'est la force, c'est une des forces, c'est un des experts clés dont je parlais tantôt. Et en termes d'acceptabilité sociale, ce qu'on a vu dans les expériences européennes, c'est que les spécialistes disent qu'il faut développer des argumentaires auprès des populations un peu réfractaires. Et dans ces argumentaires, il y a 2 argumentaires qu'il faut développer en complément. Il faut dire qu'est-ce qu'on gagne à faire telle mesure, donc qu'est-ce qu'on gagne individuellement à faire une ZFE, et éviter les discours trop planétaires parce que ça ne marche pas. Donc, même, oui, changement. Mais donc, qu'est-ce que je gagne, moi, habitant de la zone ou travailleur dans la zone? Qu'est-ce que je gagne à faire ça et qu'est-ce que je perds à ne pas le faire?
Ça, on oublie souvent ça. Hein. Si on ne la fait pas, la ZFE, qu'est-ce que je vais perdre à court, moyen et long terme? Et évidemment, dans cette logique-là, les argumentaires de santé individuelle, collectif, on sait aussi, hein, mais individuel, la sécurité pour mes enfants, ma sécurité pour moi, le fait que je ne sais même pas que j'en avale des émissions, des microparticules, que ça me rend malade. Je ne le sais pas parce que je ne le vois pas. Bon. Donc, toute cette pédagogie-là me paraît essentielle. Et c'est un peu le paradoxe, c'est que c'est vraiment une politique de santé publique finalement. Enfin, c'est une politique de qualité de l'air, donc c'est une politique de santé publique. Et dans les villes, les arguments sont plutôt sur la mobilité quotidienne et les grands changements collectifs, mais pas tant sur la santé. Alors, il y en a un peu. Je regarde, je peux faire du vélo, je vais être plus en santé, etc. Mais les acteurs de santé publique, je ne suis pas sûre qu'ils soient tant que ça présents. Mais ça doit dépendre d'un pays à l'autre. Par contre, ici, on sait que c'est une force, puis qu'il y a déjà des arrimages. Moi, je pense en urbanisme. Donc ça serait vraiment quelque chose sur lequel s'appuyer très fortement. Expliquer aux gens qu'ils vivront plus vieux, qu'ils seront en meilleure santé, que leurs enfants seront en sécurité. Je me dis, ça peut les toucher. Tu sais, on a eu d'autres combats en santé publique les dernières décennies et ça a des effets. Je pense à la cigarette, je pense à... Bonjour, Denis Collerette, commissaire au développement économique sur le plateau Mont-Royal. Vous avez dit quelque chose qui m'interpelle particulièrement. Cette année, ça fait 40 ans que je fais de l'intervention en revitalisation d'artères commerciales, d'aide au SDC et tout ça. Puis la question de l'impact sur le commerce, elle est toujours pendante. Ça fait 40 ans que j'essaie d'intégrer ce souci-là dans les villes et on n'y arrive pas vraiment. Parce que bon, les décisions sont soit sociales, sont soit d'ordre politique ou sont importantes. Et le commerçant, c'est toujours le dernier auquel on pense, avec une espèce de pensée magique, il est renouvelable. On change de politique, un commerce ferme, on va l'ouvrir par quelqu'un d'autre. Mais Claude et tous mes collègues ici, dont Rachad devant moi, vont dire que c'est peut-être pas toujours comme ça que ça fonctionne. Et pour remplacer ce local vacant, ça demande des efforts. Alors, selon vous, et peut-être d'autres dans la salle, à qui revient la responsabilité de mesurer l'impact sur le commerçant? Parce que ça prend une ressource, un peu d'argent, une volonté et des calculs à renouveler constamment. Oui. Merci, Julien Vaillancourt, La Liberté, SDC, rue Saint-Denis. Est-ce qu'il y a eu une analyse de l'impact, par exemple, du transfert des émissions polluantes à l'extérieur des ZFE, entre autres parce que les gens n'ont plus accès, ou des commerces de proximité qui s'implantent, mais des commerces de destination qui vont à l'extérieur pour pouvoir rejoindre leur clientèle? Alors, ça serait génial. Non, alors, deux réponses en rafale. Moi, je vous parle comme spécialiste de politique publique. L'évaluation des mesures avant, pendant, après devrait faire partie intégrante de la prise de décision avant. C'est-à-dire quand on décide de faire une ZFE, qu'on fasse un diagnostic, un T0, puis qu'on prenne en compte de façon multidimensionnelle les impacts qu'on souhaite mesurer, notamment sur le commerce. Et donc, l'évaluation au fil de l'eau et a posteriori devrait être une étape incontournable. Et donc, ça prend des ressources humaines, du temps, de l'argent et une volonté politique d'évaluer les politiques publiques. C'est mon combat dans le domaine de la mobilité, l'évaluation de l'action collective et des politiques publiques. Donc, ma réponse, c'est oui, il faut prendre en compte les impacts sur le commerce, pas faire comme si c'était un phénomène un peu spontané sur lequel on n'a pas de maîtrise, donc on ne le mesure pas parce que ce n'est pas nous, c'est le privé aussi. Enfin, donc, non, ça devrait faire partie des critères. Et donc, la responsabilité revient à celui qui met en œuvre la politique. Donc, vous avez une réponse. Et la deuxième, c'est alors, une espèce d'analyse, même j'allais dire, le mot qui vient, c'est cycle de vie, c'est parce que mais une analyse territoriale, globale des impacts, pas juste dans la zone. Il y a eu un peu de mesure des effets de qualité de l'air en pourtour, en dehors,
à ma connaissance, ça existe peut-être, hein, mais à ma connaissance, je n'ai pas de choses qui me viennent en tête sur quels sont les impacts sur le déplacement des commerces, le déplacement des ménages, le changement aussi de travail. On est dans un angle mort très fort là, de ce point de vue-là, en fait. Alors, je n'ai pas de... Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein. L'étude date un peu, ça c'est nous, et on avait quand même une mission macro de regarder comment ça se passait dedans. Donc, on a regardé un peu autour, mais on n'a pas trouvé. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait été exhaustif, mais rien ne me vient en tête. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous. Je sais qu'il y avait plusieurs mains qui se levaient. Malheureusement, on clôt notre période de discussion. Toutefois, les ateliers vont être 3 espaces de discussion autour des 3 thématiques. Donc, la mesure de l'effet carbone, la question aussi de l'aménagement des résidents et bien sûr, la question du changement de comportement.